Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de WordPress Côté Business, le podcast qui vise à démocratiser l'utilisation de WordPress par des grands groupes, des grandes sociétés, pour montrer que justement WordPress, c'est pas que pour faire des blogs comme certains le pensent encore. Et donc l'idée de ce podcast en partenariat avec l'agence Amphibie, c'est d'interviewer des acteurs français qui utilisent WordPress au quotidien. Donc pour ce premier épisode, je reçois Thierry Métayer, directeur marketing Europe de Establish, donc le groupe qui comprend un certain nombre de marques que vous connaissez tous, dont Thomson par exemple. Et donc bienvenue Thierry dans le podcast. Merci Alex. Et donc l'idée c'est de présenter un petit peu comment vous fonctionnez avec WordPress, mais pas que. On parlera plus largement de stratégie digitale sur l'ensemble des groupes, aussi sur le modèle que vous utilisez, parce que c'est pas quelque chose de qui est assez, c'est assez commun dans votre secteur, mais qui est pas très connu du grand public. Donc l'idée c'est de creuser un petit peu tout ça. Et pour commencer, ça serait bien d'avoir une petite présentation pour que tu puisses un petit peu nous dire voilà ce que tu fais, et puis après on ira creuser un petit peu sur le modèle de fonctionnement du groupe Established. Ouais, je m'appelle Thierry Métayer, j'ai 48 ans. J'ai deux garçons, des ados, et je suis effectivement directeur marketing des marques européennes chez Established. D'accord. Established est un groupe qui fait du licensing, ce qu'on appelle le brand management. Donc, on possède des marques, on possède une vingtaine de marques aujourd'hui, beaucoup dans la consumer technology. Donc la marque Thomson, on va en parler aujourd'hui, on possède la marque Blowpoint, connue sur les autoradios, mais qui fait beaucoup d'autres choses. La marque Schneider, la marque Technicolor, et également des marques de fashion, notamment aux États-Unis. D'accord. On est un groupe américain, voilà, donc ça fait une vingtaine d'années que le groupe existe, à travers les marques, voilà, Thomson notamment et d'autres. Et on travaille effectivement en brand management. Donc aujourd'hui, nous on possède la marque, on est propriétaire des marques et on travaille avec des partenaires. Aujourd'hui, on a 150 partenaires. D'accord. Qui fabriquent des produits sous nos marques et qui les distribuent dans le monde entier. Donc en Europe, on est présent en Asie, on est présent en Chine, en Inde, en Afrique, on est présent partout dans le monde. Voilà. Et donc les gens, des fabricants, des distributeurs vont prendre nos marques et les mettre sur leurs produits pour les distribuer. Voilà. Et donc venir avec cette reconnaissance-là. Okay. Et nous, notre rôle effectivement, c'est de contrôler ce qui se fait sous nos marques et d'assurer une cohérence de marque. Voilà, c'est mon rôle aujourd'hui. Ça, c'est le gros défi qu'il y a, ouais. Surtout que il y a plein de marques. Il y a une gamme énorme pour chacune des marques. Voilà, vous faites des téléviseurs, tu parlais d'autoradio tout à l'heure. On fait de l'électroménager, on fait des petits ménagers, on fait des produits de mobilité, on a des chargeurs véhicules électriques, on est dans les produits de beauté aussi beaucoup. Voilà, on a des milliers de produits aujourd'hui. On estime nous qu'on fait un peu plus d'1,5 milliard de produits vendus sous nos marques au global dans le monde. Voilà, avec une grosse prévalence sur l'Europe. On a la marque Thomson est une marque européenne avant tout, mais pas que. L'Asie qui croit beaucoup. Il y a un fort attrait pour les marques européennes et les marques américaines en Asie. D'accord. Ils aiment beaucoup. On parlera peut-être après. Et puis aussi l'Amérique, parce qu'on possède la marque RCA, qui est une marque iconique là-bas aussi aux États-Unis. Les gens le connaissent peut-être. C'est une marque qui est aussi un label de musique Sony. D'accord. RCA Music, voilà, qui est le label Elvis. Et donc nous, on possède la marque, voilà, sur tout ce qui est consumer technology. Et donc on la partage avec Sony. Donc on est vraiment présent partout dans le monde avec des très belles marques. Des marques qui ont la plupart plus de 100 ans. Oui, Thomson, par exemple. 1893, donc voilà. On a fêté les 130 ans il y a 2 ans. Et on continue à acquérir des marques et à se développer. Voilà. Ok. Et donc, j'imagine qu'après, le défi, comme tu disais, c'est d'assurer la cohérence de marque. Et donc, pour gérer justement sur votre site qui est sous WordPress. Et donc, après, c'est vrai qu'il faut, s'assurer que, en final, c'est pas une boutique en ligne parce que c'est un modèle sous licence. Donc, l'idée, c'est de quand même référencer toutes les gammes, mais de après renvoyer sur les distributeurs, j'imagine. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de la stratégie, on va dire, digitale pour ce type de modèle? Ouais, le site mythomson.com, qui est le site institutionnel, qu'on a refait il y a 2 semaines. On a lancé la semaine dernière, c'est tout neuf. Okay. Voilà, sur un WordPress, effectivement, on était sur une techno propriétaire avant, et voilà, qui fonctionnait moins bien. On a voulu refondre tout ça. Effectivement, nous, c'est l'image de la marque dans le monde entier. Donc c'est pour ça que c'est un site international. En plusieurs langues. En plusieurs langues. Aujourd'hui, on est sur 6 langues, mais l'idée, c'est d'aller après encore plus loin, ouvrir des pays comme l'Inde, etc. Donc pour nous, c'est l'image de la marque. C'est là où le consommateur va aller retrouver les produits. Et sur des produits consumer tech, il y a aussi un gros enjeu avant l'achat, d'avoir des notices, d'avoir une information très détaillée sur les produits, c'est hyper important. Et tout l'après, donc l'après-vente, les drivers téléchargeables et les contacts et le service après-vente, quand c'est nécessaire, dans le monde entier, sur toutes les catégories de produits. Et nous, aujourd'hui, comme on travaille avec des partenaires, on va avoir des partenaires différents au service client, sur la télévision, etc. Donc, il faut qu'on puisse vraiment guider les gens
Et donc, c'est une des pages les plus visitées sur le site aujourd'hui. D'ailleurs, c'est cette page-là de service client. Les gens cherchent à s'informer, les gens ont besoin de support et on est là pour les aider. Trouver la bonne référence, etc. Exactement. Télécharger la notice parce qu'on l'a balancé en même temps que le carton quand on l'a acheté. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça le site. C'est notre image et c'est mondial. Voilà, quelqu'un depuis les États-Unis, depuis la Chine, depuis l'Inde doit avoir accès à cette même image de la marque Thomson. Ok. Et ben, on peut peut-être creuser un petit peu sur la gestion de ce projet-là de refonte. Quels étaient les principaux enjeux? Peut-être on peut parler des métriques parce que voilà, le but c'est pas de faire de la vente. Donc quelles sont les autres métriques pour s'assurer que le site est performant, qu'il fonctionne bien? Et il y a peut-être pas que un aspect SEO, il y a peut-être d'autres choses. Non, il y a beaucoup d'aspects. Nous, alors déjà, effectivement, c'est un projet qui est complexe parce que ce que je disais, on a sur la marque Thomson, on a à peu près 30 partenaires dans le monde qui fabriquent des produits, qui distribuent sous nos marques. Parfois même un peu plus, voilà, en fonction des partenaires, mais voilà, globalement des gens partout dans le monde, en Inde, en Chine et beaucoup en Europe aussi. On a une organisation qui fait que nous, en tant que propriétaires de marque, on va aller gérer le site. Donc on travaille avec l'agence, on travaille avec Amphibie notamment pour cette mise en place-là. Toute la gestion de projet est faite par nous. On est moteur là-dessus. On va gérer tous les contenus relatifs à la marque, la page d'accueil, les contenus de marque, voilà, toutes les informations importantes relatives à la marque. Et nos partenaires ont un accès eux pour aller mettre toutes les datas concernant leurs produits et leurs catégories directement. Donc voilà, donc on a un back office qui est très splitté, qui est très bloqué aussi. Chacun ne puisse pas faire n'importe quoi et bien sûr les choses des autres. Ça c'est très important par pays évidemment et par catégorie. Donc on a une organisation qui est assez complexe avec des besoins de formation. Donc on a une période de formation des gens. Il y a une vingtaine de personnes qui utilisent aujourd'hui le back office de sociétés différentes un peu partout dans le monde. Et donc, on a vraiment cet enjeu-là, voilà, de pouvoir proposer la bonne information aux consommateurs. Donc, c'est, on va dire, la source, entre guillemets. C'est la source, la source de vérité unique sur laquelle on se base pour avoir les infoproduits sur la marque. Exactement. C'est vraiment ça. Donc, on a aujourd'hui, je vais dire une bêtise, mais on a plus de 2000 produits. Et donc, on les retrouve à cet endroit-là, voilà, sur tous les pays. Ok, donc c'est le site qui centralise toute l'information. Et est-ce que vous, de votre côté, après, vous avez une gestion, on va dire, pour indexer, se dire, OK, tel contenu se trouve ici, comment, surtout en plusieurs langues, est-ce que tout est géré sur le site ou après, vous avez peut-être une autre base de données derrière qui vous permet de faire des... Non, on n'a pas de PIM aujourd'hui, donc tout est géré sur le site. Ouais, donc PIM pour information, c'est Product Information Management, donc c'est ça. Tout l'inventaire au final des produits. Des produits, ok. Est-ce qu'on peut continuer un petit peu sur toutes les métriques, par exemple, que vous utilisez sur le site de Thomson, par exemple? Ouais, alors effectivement, nous, on n'est pas un site e-commerce aujourd'hui. Je parlerai peut-être un petit peu après, mais il y a des raisons et on avait essayé de lancer un projet e-commerce qui s'est pas fait. Mais voilà, c'est effectivement, nous, ce qu'on mesure, c'est le nombre de visiteurs. C'est hyper important. Combien de personnes viennent et s'intéressent à la marque. Très important, le temps que les gens restent sur le site. Les pages qui sont accédées. Nous, on regarde beaucoup quelles catégories sont les plus recherchées, les produits les plus visités. Par pays aussi, c'est très important pour nous. Vous donnez peut-être des astuces, enfin pas des insights sur vers quoi pousser en marketing peut-être. Exactement, ce que cherchent les gens. Le SAV aussi sont des pages intéressantes à voir. Est-ce qu'il y a un sujet peut-être particulier sur un produit? Pourquoi pas, ça peut arriver parfois malheureusement. C'est rare, mais ça arrive. Donc voilà, ça nous permet d'avoir des insights sur ce qui se passe autour de la marque en digital. On va coupler ça avec d'autres outils. On a des outils de brand listening par exemple, qui écoute un peu ce qui se dit sur la marque, sur les réseaux sociaux, sur les sites web et les forums, et on vient coupler ça avec ce qui se passe sur notre site web. Et voilà, l'idée c'est de comprendre un petit peu ce qui va se dire, pour avoir les tendances, et ce qui se fait sur les tendances, voilà, sur la marque, voilà, et de mesurer, de voir un peu la croissance, parce qu'on est plutôt en croissance. Et après, on a d'autres outils nous de mesure hors digital, on va dire, mais des études d'autorité qu'on va faire tous les ans régulièrement dans différents pays pour aller mesurer la notoriété de la marque et aussi la perception de la marque auprès des consommateurs. Parce qu'après, est-ce que après toute la gamme est disponible dans tous les pays, ou c'est peut-être des fois une certaine partie de la gamme qui va être plus pertinente? Donc, il y a, j'imagine, des arbitrages à faire ou des choix de lancement produit. C'est le modèle de licence, effectivement. Nous, alors, pour expliquer un peu le modèle de licence, pour ceux qui connaissent pas, moi, j'en parle souvent, les gens disent, ah bon, vous faites de la licence, vous mettez un logo sur une télé, c'est pas une télé Thomson. En fait, si. Ce qui se passe, le modèle, en fait, c'est que, on accorde le droit à une société de fabriquer et de distribuer un produit sous notre marque. Donc ça veut dire que le produit doit être effectivement fabriqué et ensuite distribué dans les pays cibles. Et nous, l'intérêt pour nous, c'est qu'il y ait un minimum de partenaires qui fabriquent des produits sous nos marques pour avoir une cohérence de gamme dans le monde entier, au moins au niveau d'un continent, par exemple en Europe. Donc en Europe, on a un partenaire qui fabrique des télévisions. Donc toutes les télévisions, qu'elles soient achetées en Pologne, en France ou en Allemagne, sont les mêmes, ce sont les mêmes modèles, les adaptations éventuellement de prises électriques ou de normes, mais ce sont les mêmes en fait. Donc on travaille comme ça. Et effectivement, après, sur l'Inde, on va avoir un autre partenaire télévision qui connaît très bien le marché indien, qui connaît très bien le consommateur indien, et donc qui va proposer des produits adaptés à ce marché-là.
Donc c'est comme ça qu'on fonctionne avec nos partenaires. Ok. Et effectivement, nous, l'intérêt pour nous du site internet, c'est aussi d'aller envoyer des visiteurs vers les sites de vente en ligne. C'est ça, de redistribuer via la visibilité de la marque. Donc, on va dire que la maison mère travaille, on va dire, plus l'image de marque, le branding, pour après aller en fonction des parce que du coup, ça, en termes de SEO, ça va être le site qui a le plus d'autorité pour envoyer vers les sites nationaux. Après, les sites, alors après, les sites distributeurs, tout simplement. Donc, ça va être Amazon, Darty, Boulanger en France. On a un store locator, en fait, qui va aller après redistribuer vers les distributeurs. Donc, en fonction de sa localisation, on peut se trouver le revendeur le plus proche, qui peut être aussi un vendeur physique aussi. Ouais, aussi. Voilà. Donc, il y a aussi store locator global. Voilà. Ouais. Ok, génial. Ok. Et après, en termes de métriques, c'est tout ce que vous avez pour tout ça, ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses non, c'est les métriques principales. Après, on essaye de se focus sur quelques métriques importantes. Voilà. Ouais. Je dis, la notoriété pour nous c'est le plus important. C'est ce qu'on vend aussi. Ouais, bien sûr, la confiance. La confiance aussi. Donc ça, c'est ce qui est le plus important pour nous. Après, il y a d'autres métriques, évidemment, on parlait de SEO, est-ce qu'on est bien référencé, on a toutes les métriques qui tournent dans les réseaux sociaux aussi. Ouais. Les clics des réseaux qu'on va envoyer sur le site internet, les transformations, etc. Les transformations, c'est important aussi. Le chiffre d'affaires qu'on va générer sur le site. C'est ça, parce qu'après, j'imagine qu'il y a plus ou moins des tunnels de vente qui sont conçus, travaillés sur chacun des produits pour. Et après, du coup, est-ce que vous travaillez aussi avec les distributeurs? Pour se dire, OK, nous, on vous a envoyé X trafic, qu'est-ce que ça doit être de votre côté? Est-ce que ça a converti? Est-ce que vous les aidez à optimiser de leur côté ou c'est eux qui... Alors oui et non à la fois. Ouais. Parce que on se partage un peu le tunnel en fait. D'accord. Moi, en tant que propriétaire de la marque, on va aller travailler le haut de tunnel. Donc, je disais la notoriété, la considération. Nos partenaires, eux, sont plus près de la distribution. Ils distribuent les produits. Donc, c'est eux qui sont en contact avec les distributeurs et les retailers. Et donc, c'est eux qui vont avoir tout ce qui est trade marketing et toutes ces mises en avant produits. C'est plutôt eux qui vont travailler ça. Okay. Après, on travaille tous ensemble. On discute beaucoup, à harmoniser tout ça. On discute beaucoup, mais c'est vrai que il y a un partage dans le modèle de licence sur ce tunnel marketing qui est un peu coupé en deux. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok, super. C'est ça qui est pas, à mon avis, évident à cerner parce que nous, en tant que consommateurs, on va dire qu'on voit juste la marque dans le magasin, tu vois, et donc, ok, pas évident. Et est-ce que après, du coup, en termes de production de contenu, qu'est-ce que vous avez travaillé, par exemple, sur le site de Thomson? Est-ce que c'est juste tout ce qui est lié un peu au support, aux notices, ou est-ce qu'il y a un peu plus du contenu promotionnel, on va dire? Ouais, on travaille. Alors, on a une équipe design en interne. D'accord. L'équipe design chez nous, elle est responsable en fait des guidelines. Donc, ils gèrent le logo, l'ensemble des guidelines. Donc, on utilise la marque, on utilise le logo. Pour que le distributeur puisse se caler dessus. Le partenaire puisse se caler. Comment doit être le packaging. Ouais. Donc ça, c'est très cadré. C'est des choses sur lesquelles nous, on ne touche pas, on ne bouge pas. C'est hyper important, c'est la marque dans le monde entier. Ouais. Donc on a des petites spécificités en Chine, en Inde. On peut avoir des choses plus colorées, on peut avoir des petits rappels à la France, par exemple, une petite tour Eiffel très, très discrète sur un packaging en Chine. D'accord. Okay. Parce que une marque française, c'est important, ils nous demandent toujours des choses comme ça. Mais globalement, on a des choses qui sont très, très cadrées. D'accord. Et donc, effectivement, l'équipe design va produire des contenus, va produire des templates. Donc ça soit des templates de photos. On a une photographe aussi qui fait ça. Et puis, on travaille des agences beaucoup aussi, en réseaux sociaux, et puis des agences produits de contenu vidéo, etc., qu'on va aller après intégrer sur le site, pour aider, évidemment, sur les fiches produits, avoir des fiches produits un peu plus sexy, plus jolies, avec plus d'infos, etc. Donc, on travaille là-dessus. Beaucoup de templatisation de notre côté. Et après, nos partenaires, à partir de ces templates, vont les adapter et produire du contenu. Ok. Et on travaille aussi avec l'IA de plus en plus. C'était la question que je me posais un petit peu parce qu'effectivement, là, ça ouvre un éventail de possibilités énormes. Et même en termes de productivité, j'imagine, pour les équipes, de pouvoir sortir plus de visuels ou des choses plus adaptées, ou peut-être plus de personnalisation, peut-être. On a beaucoup de contenu. La banana, je parlais avec un designer avant-hier, ils m'ont montré des choses qui sont assez incroyables qu'il a fait. Donc, produire plus de contenu surtout. Voilà, on a ça, qu'on a quand même énormément de produits. On fait beaucoup d'événements, beaucoup de moments aussi dans l'année, beaucoup de campagnes, on a besoin de contenu. C'est toujours compliqué, on sait tous, produire du contenu, ça coûte cher aussi. C'est pour ça que l'IA là-dessus nous aide beaucoup. Okay. Donc c'est des contenus peut-être déjà sur site, sur les réseaux sociaux. Sur réseau beaucoup. Tu parlais d'événements. Après, ça peut être aussi des spots télé, j'imagine, tout ce qui est. Spots télé quand on en fait, ça nous arrive aussi. Alors les spots télé, pour le coup, on les a produits toujours avec des agences spécialisées en spots télé. Ok, oui. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on produit beaucoup, c'est ça. En gros, aujourd'hui, moi, je m'occupe effectivement de la partie digitale. Donc, on parlait des sites web, tout ce qui est réseaux sociaux. On est très présent aussi sur les salons professionnels. Nous, en tant que marque, donc on a 2 gros salons dans l'année. Il y en a un qui arrive là, on va aller à Las Vegas en janvier. Donc, on présente nos marques au CES. Avec, on a 3 marques et on va présenter une centaine de produits là-bas. Et on a Berlin, qui est un très très gros salon, on va dire électroménager et tech. Okay.
Et donc, c'est un moment pour nous de regrouper nos partenaires autour de la marque. Et donc, on y va tous ensemble et nous, on gère les stands. Et effectivement, là, il y a des vidéos dans les télés, il y a du contenu un peu partout pour les mettre ça en valeur. Et donc, c'est pareil, ce sont des contenus. C'est arrivé à briller, à se démarquer un petit peu des autres. Exactement, ouais. Et de plusieurs partenaires qui finalement font des choses différentes, des produits différents, les réunir autour d'un stand uniforme, harmonisé, et parler de la marque, en fait, raconter l'histoire de la marque et montrer les produits qu'on fait sur notre marque. Ok. Et du coup, pour le site et tout cet aspect création, comment est structurée l'équipe? Est-ce qu'il y a une grosse équipe marketing pour gérer tout ça? Tu peux nous en... Ouais, non, on n'a pas une grosse équipe marketing, on a 4 personnes. Voilà. Donc, on reste assez compact. Après, on a une équipe design qui est externe, enfin, qui est chez nous. Délégué après des agences. Qui travaille après beaucoup d'agences. Ouais. On travaille beaucoup avec les agences. Moi, j'aime beaucoup bosser avec les agences. Une expertise, des gens qui travaillent sur d'autres marques aussi, donc qui ont une ouverture d'esprit sur les techs, etc. Donc, c'est quand même super intéressant. J'aime beaucoup travailler avec des agences là-dessus, sur ce sujet-là. Donc, on est en équipe resserrée, internationale, puisqu'on est basé à Paris. On a une équipe au Luxembourg. On a des équipes aussi aux US. Donc, on travaille tous ensemble. Et puis, notre équipe design qui est basée à Paris aussi, donc avec qui on travaille beaucoup. Ok. Et est-ce qu'il y a justement des créas peut-être qui ont mieux marché? Est-ce qu'il y a des campagnes qui ont été plus intéressantes, sans trahir de secret, mais des choses en tout cas qui ont bien marché? Cette année, on a fait, alors peut-être moins en contenu créatif pur, cette année, on a lancé en fait une télé qui s'appelle la Go TV. C'est une télé, je sais pas si tu l'as vu ou tu pas. Je l'ai pas vu passer. Je t'enverrai la vidéo, mais c'est une télé qui est sur pied et sur batterie. D'accord. Donc, il y a une 32 pouces, donc c'est une belle télé en fait qui peut être orientée. Donc on va sur batterie, donc on la branche pas. On peut la passer d'une pièce à l'autre. Et donc on est le premier, je pense, à l'avoir lancé aujourd'hui en Europe. Et on a lancé une grande campagne d'influx. On a envoyé la télé à plus de 50-60 influenceurs cette année, qui ont joué avec en fait chez eux, qui ont créé énormément de contenu vidéo, photos, etc. Et donc on a un super succès sur cette télé-là avec des belles parts de marché. Et on a terminé ça par un événement il y a 3 semaines dans un très bel appart parisien. On a encore fait venir des médias, des influenceurs pour présenter encore ce modèle-là. Voilà. Donc c'est des choses qui marchent bien. Dès qu'on a un produit un peu flagship en fait qui fonctionne bien, tout de suite on peut s'amuser. Quelque chose qui se démarque déjà. Rien que le produit se démarque par lui-même, quoi. Donc ça va attirer l'attention. Ça fait la différence. Et donc c'est quelque chose qui ça parle tout de suite. Les gens veulent un peu d'exceptionnel aujourd'hui. Et donc c'est ça qu'on cherche nous aussi. Et on a des beaux produits chez Thomson, donc on en profite. Ok. Est-ce que tu peux creuser justement sur cette recherche d'exceptionnel par rapport aux clients? Comment tu sens un petit peu le marché, en tout cas, parce qu'en plus, on est dans une période un peu morose, quoi. Donc, est-ce qu'il y a quand même des gens qui continuent d'acheter ce type d'équipement, pas juste de la télé, mais c'est un marché qui est compliqué aujourd'hui. Alors, ça va dépendre, parce que nous, on est électroménager, on est sur la tech. Aujourd'hui, l'électroménager se tient plutôt bien. C'est très bien, donc on est sur le flat. La télévision, c'est plus compliqué. Maintenant, on arrive dans une année Coupe du Monde, 2026. Donc, ça va être une grosse année quand même pour la télé. Les gens renouvellent leur équipement. Donc, ça va être une grosse année, mais c'est effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a les tarifs aux US. Donc, beaucoup de marques qui se ressentent sur l'Europe, qui viennent en Europe, donc qui viennent compétitifs, qui viennent en compétition avec nous sur nos marques en général. Donc, le marché est tendu, mais voilà, nous, on est sur un positionnement Thomson. En fait, on a envie de fabriquer des produits pour les gens, des produits qui donnent du plaisir, des produits faciles à utiliser. Donc on est sur un positionnement de prix qui est très cohérent, moi je pense, par rapport à la qualité de produit qu'on propose. Et donc on essaye d'apporter une expérience aux gens sans aller sur des télé 8, 12, 15, 20K, je caricature un peu, mais d'avoir des pas produits... Pas la course à la fonctionnalité, mais plus... des produits utiles. Je parlais de la télé mobile Lago, c'est un produit de tous les jours. Je suis en cuisine, je regarde ma recette, je vais faire mon sport dans le salon et pourquoi pas, pour les gens qui ont la chance d'avoir une piscine, je l'emmène dehors et je barbote avec une télévision dehors. Donc c'est utile, le produit est super sympa et c'est ça qu'on essaie de faire. Et c'est pareil en électroménager, on va essayer d'aller avoir un maximum d'accessoires sur les produits pour que on puisse utiliser simplement le produit. Pas des choses trop compliquées, des choses simples, bien conçues et qualité. Ce que je disais tout à l'heure, on a parlé un peu d'historique aussi, mais la marque a 130 ans. On était là il y a 130 ans et nous on sait qu'on sera là dans 130 ans. On a participé en 130 ans. La première télévision couleur en France, c'était une Thomson. Le MP3, c'est un standard qui a été inventé par Thomson, par les équipes de R&D de Rennes à l'époque. Le premier DVD en Europe était un DVD Thomson. On a participé à plein de révolutions et on sait qu'on sera là dans 130 ans. Et donc la qualité pour nous est super importante. Donc le produit qu'on achète aujourd'hui sera encore là dans 10 ans, il sera réparable, il y aura des pièces détachées et il sera encore. Oui, c'est aussi un nouvel enjeu, on va dire, qui est de plus en plus important, le fait de pouvoir réparer ce qu'on appelle à la fois la deuxième main, donc il faut pouvoir effectivement réparer pour revendre en deuxième main après, et puis effectivement que les gens puissent réparer eux-mêmes aussi. Donc il y a tout ce marché-là qui arrive. Nous on vient d'un monde où on produit des produits neufs au départ, mais aujourd'hui on s'adapte. Nos partenaires aussi doivent s'adapter, pouvoir délivrer des pièces détachées, les fournir aussi.
et puis éventuellement faire de reconditionnement et de la seconde main. Ouais, donc, et puis, alors j'imagine que, est-ce que l'aspect pièces détachées est aussi mis en avant sur le site ou c'est peut-être autre chose? Malheureusement, pas aujourd'hui. Pas encore, ouais. Ouais, c'est une V2. Nous, on aurait voulu, en fait, pouvoir mettre en place un site de vente en ligne de pièces détachées. Voilà, c'est des chantiers. Après, voilà, c'est un gros chantier. Voilà, on commence de référence. sur un site, on va dire, classique, mais évidemment, on y pense. Peut-être se plugger avec des partenaires. Je pense notamment à la seconde main. Il y a des excellents partenaires qui reconditionnent des produits Thomson. Et donc, pouvoir les plugger, pourquoi pas sur le site et d'avoir des catégories. C'est l'idée, c'est d'aller rajouter des services. Parce que après, c'est sûr que même sur un aspect SEO, quand on va vouloir chercher, alors je connais pas le nom des pièces à l'intérieur d'un téléviseur, mais si on a même dans des machines à laver, on va pouvoir taper ma pièce truc Thomson avec la référence et la l'idée pompe à eau, voilà. joint, enfin il y a toujours des choses exactement. Ouais. Donc après, on les trouve déjà aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est naturel que ça puisse se trouver sur le site Thomson. Voilà. Ouais, ok, super. Du coup, tu parlais justement que Thomson, voilà, c'était une boîte qui avait 130 ans et qui sera encore là dans 130 ans. Pour vous donner un petit récap, mais voilà, Thomson, ça a démarré donc il y a 130 ans, mais quel type de produit? Parce qu'il n'y avait pas de télé il y a 130 ans. Non, il y a 130 ans, c'était des tramways. Ok, ouais, c'était des tramways, voilà. Il y en avait beaucoup dans toutes les villes de France, d'Europe et du monde d'ailleurs. Oui. Et donc effectivement, ça a bougé un peu après avec tout ce qui était, c'est l'audio, on est arrivé par l'audio. D'accord. Ouais. Les gramophones, voilà. Et puis après, de fil en aiguille, la télévision, la technologie, la techno, etc. L'électroménager dans les années 50, si j'ai pas de bêtises. Dans les années 90, on a travaillé avec Stark, qui était le designer officiel de la marque Thomson. Des produits assez iconiques et très sympas, qu'on a encore d'ailleurs dans notre musée. Et puis ça continue, voilà, aujourd'hui, à innover et à faire des bons produits, en tout cas, pour le quotidien, on va dire. Et du coup, est-ce que tout cet aspect storytelling, comme ça, vous en servez régulièrement pour communiquer sur l'image de marque et sur même l'avenir? Ouais, c'est compliqué parce qu'en consumer tech, on est plus dans le présent, dans le futur que dans le passé. Ouais. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on communique sur notre passé, mais c'est pas ce qu'on veut mettre en avant. Bien sûr. On veut mettre en avant les produits d'aujourd'hui, les produits de demain aussi, ce sur quoi on travaille. Mais c'est vrai que 130 ans, on est là depuis 130 ans, et nous, on pense qu'on sera là dans 130 ans. Et nos produits sont là dans 10, dans 20, dans 30 ans. On a des produits, dans notre musée, je disais, des produits qui ont 60 ans, qui sont chez nous, et c'est l'idée. C'est ça l'idée. Donc, nous, on se sert un peu de notre histoire. Ouais. Pour dire aux consommateurs, on sera encore là, ayez confiance en nos produits. Voilà, c'est ça le message. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais aussi du fait de mettre des petites tours Eiffel sur les cartons pour les pays asiatiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment vous capitalisez sur l'aspect marque française à l'international? Alors, moi, je sais même pas si tout le monde sait que Thomson, c'est une marque française de base, mais c'est un nom anglais. En France, quand on fait les études en France, les gens le savent. Ok, d'accord. Il y a beaucoup d'histoires, mais effectivement, quand on sort un peu de France, les gens, c'est ça plutôt une marque anglaise. Pour le coup, voilà. Mais il y a un attrait pour les marques en Chine, déjà beaucoup pour les marques en général. D'accord. Et les marques européennes sont perçues pour eux comme des marques de qualité. Les marques françaises ont en plus ce côté luxe. Voilà, je ne cite pas les marques de luxe françaises, mais donc tout ça pour eux, ça parle beaucoup, c'est des choses importantes pour eux. Ils aiment aussi beaucoup les marques américaines. D'accord. Et donc, il faut prouver qu'on est une marque française. Donc c'est pour ça que nous, nos partenaires vont nous demander est-ce qu'on peut mettre un petit drapeau, des petits clins d'œil, voilà, pas forcément en faire trop, mais rappeler ce côté français parce que pour eux, ça parle, ça leur raconte une histoire. C'est ça. Et avoir un produit Thomson en Chine, c'est avoir un petit bout de France en fait. Voilà. Ok. C'est fou, je ne m'imaginais pas que c'était autant. Parce qu'au final, il y a tellement de marques chinoises qui se développent et on aurait plus tendance à penser qu'il serait plus pour le Made in China pour le coup. Non, ça on le retrouve en Allemagne par exemple. Les Allemands sont très marques allemandes. Ouais. Les Chinois évidemment, les leaders en Chine sont plutôt des marques chinoises, mais quand on veut se démarquer un petit peu, on va aller chercher une marque européenne. Voilà. On a des punks en marque allemande aussi dans notre groupe, qui plaît beaucoup aussi dans ces pays-là, parce que c'est tout cet imaginaire aussi autour des marques allemandes. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc, en Inde aussi, c'est incroyable. En Inde, on est la marque Thomson, on était numéro 1 en télévision sur Flipkart. Pour ceux qui connaissent Flipkart, c'est le Amazon indien. D'accord, ok. On a des modèles qui étaient en top des ventes sur Thomson. Voilà. C'est des choses, ça leur parle vraiment. Surtout que le marché indien, voilà, c'est pas mal de monde, donc c'est un marché assez incroyable. Pour le coup, là où c'est un petit peu plus compliqué en Europe, en Inde, les gens s'équipent. Il y a 1,4 milliard de personnes qui s'équipent aujourd'hui en télé. Donc c'est-à-dire qu'il y a une classe moyenne qui commence à vraiment émerger en Inde. Et qui cherchent des marques sur lesquelles s'appuyer, de confiance en fait. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils achètent, de rêver un peu aussi. Et donc on est, ils se retrouvent dans nos marques. Ils se retrouvent dans nos marques. On est assez contents d'ailleurs. Ok, super. Et du coup, alors ce que je comprends au niveau de votre communication, l'idée c'est d'arriver à montrer que c'est de la qualité, que c'est européen, français, qui a un historique qui va se poursuivre. J'ai bien résumé. C'est pas mal résumé. Non, c'est exactement ça. Ouais. Et partout dans le monde entier. Voilà. Je disais, il y a des petites spécificités, on disait sur les mais. Voilà, la marque est une.
dans le monde entier. Ouais, ok, super. Et bah du coup aussi, bah, là on parlait de Thompson, mais du coup Establish, c'est plusieurs marques, plusieurs dizaines, peut-être plus même. On a une vingtaine de marques Une aujourd'hui. vingtaine de marques, ok. Et donc comment on fait pour piloter tout ça? Parce que ça va être surtout que vous êtes que 4. Alors, on est plus dans l'équipe, hein, attention, Ouais. on est une cinquantaine de personnes chez Established, et puis on a. Mais pour le Mais sur la marketing, partie, ouais, sur la partie marketing, alors marketing marque européenne, parce que j'ai un collègue aux États-Unis qui va gérer les marques américaines, Ok. donc on a un peu plus que ça dans l'équipe. Mais oui, bien sûr, c'est vrai qu'on est en équipe resserrée. On a nous, je veux dire, on a 160 partenaires après qui fabriquent des produits sous marque sur des quarantaine de catégories différentes dans 80 pays. Voilà. Ok. Donc l'idée c'est vraiment de chapeauter, d'être auprès d'eux pour les aider à bien suivre le cahier des charges Ouais. et s'assurer que tout est ok. Est-ce que eux de leur côté renvoient par exemple les packaging en validation ou les visuels, les créations Ouais, on a des process très stricts. Ouais. Chaque produit qui sort sous la marque Thomson est validé. Donc, on valide le packaging, on valide toutes les notices, l'ensemble de ces éléments-là. Et donc, il y a un process de validation. Voilà, on charge et nous, enfin, on dit OK, le produit peut sortir. Il est validé, il est à nos normes de qualité. Donc ça, c'est le contrôle pour nous est très important. Il y a des contrôles qualité aussi. On a un directeur et une équipe qualité qui font des tests en usine. Parce qu'en plus, chaque marque a son propre ADN en fait. Chaque marque a son propre ADN. Voilà. Donc nous, alors ça, au niveau marketing, effectivement, après, on a créé un univers de marque pour chacune. Donc Thomson a un univers de marque, Blowpoint a un autre univers de marque. Schneider, c'est encore différent. Donc, les trois marques ont des univers différents. On travaille aussi avec des agences différentes pour chaque marque. On a besoin de gens qui vont apporter des idées différentes. On veut pas des gens une sensibilité différente. Exactement, c'est important. Donc, on est vraiment en silo sur les marques, même si les process sont les mêmes derrière. Et parfois, on a certains partenaires qui vont exploiter plusieurs marques aussi. D'accord. Ça peut arriver. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive aussi. Voilà. Donc, on travaille avec beaucoup d'agences, équipe resserrée, forcément, et une agence par marque pour avoir des idées, très tailorées sur mesure pour la marque. Ok. Mais quels sont les principaux défis, on va dire, quand on gère tout ça au quotidien? Comment on fait pour pas trop avoir la tête dans le guidon, arriver à prendre du recul pour bien penser à la stratégie et pas forcément partir dans tous les sens. Là. Ouais, souvent on essaie de se concentrer sur. Voilà, je disais le contrôle très important, comprendre ce qui se fait sous la marque, ça c'est très important. Donc prendre l'information des partenaires et après quand on veut avancer nous sur des projets, voilà, on parlait de projets internationaux, de grands projets, on va aller choisir les partenaires qui vont être les plus proactifs. Donc on a 160 partenaires. On a des petites TPE, des sociétés de 10 personnes, voilà, qui fonctionnent parfois sur 3-4 produits, une toute gamme très courte dans un territoire très particulier, jusqu'à des groupes de 1000, 2000, 3000 personnes, des groupes français d'ailleurs très gros aussi, distributeurs, qui fabriquent les marques. Donc, ils ont tous une façon de travailler différente, des équipes différentes aussi. On va harmoniser tout ça. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher ceux qui sont le plus moteurs et de travailler avec eux sur des actions et des activations, que ça soit en réseaux sociaux, que ça soit sur les salons, ou que ça soit en campagne, pourquoi pas publicitaire aussi. Okay. Et après, on va aller nous les aider. Donc, certains, on a un partenaire en Chine, on les a visités. Ils ont 50 personnes qui bossent au département marketing et produits. D'accord. Donc, il y a 60 designers qui fabriquaient des bannières et des nouveaux produits, etc. tout le temps. Donc, on voit bien qu'ils ont des équipes plus grosses que nous. Ouais. Et donc là, nous, on doit comprendre ce qu'ils veulent et on doit plutôt les guider finalement. Ils connaissent très bien le marché. Ils connaissent parfaitement le marché chinois. Ils savent ce qu'ils font exactement. Donc, mais par rapport à la marque, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'est la marque et comment la faire vivre. Donc là, on va les aider. Donc, on va plus être dans l'aide, dans le support. Okay. En Europe, moi, je connais mieux le marché. Les équipes connaissent mieux le marché européen, le marché français. Donc là, on va être plus moteur. On va piloter les agences. On va piloter les sites web. Et on va aborder nos partenaires avec eux. Parce qu'effectivement, les marchés sont différents. Le marché français est différent des marchés américains. Les consommateurs n'ont pas la même, c'est pas les mêmes personnes. Eux, ils ont plus la carte de crédit que nous on n'a pas. Ils vont plus avoir peut-être tendance à être plus sensibles à des messages marketing agressifs, alors que le français va être un petit peu différent. J'imagine que les Allemands, etc., il y a des variations. Ouais, les marchés c'est incroyable. Même la façon de vendre les produits. Ouais. En France, on a quelques distributeurs, on les connaît, Darty, Boulanger. Enfin, on va pas faire de name dropping, mais voilà. En Espagne, on est un peu sur le même modèle. Il y a quelques gros distributeurs qui vont avoir 50% du marché. D'accord. En Italie, c'est beaucoup fragmenté, par exemple. D'accord. C'est une autre façon de vendre. Je parlais de la Chine tout à l'heure. Nous, on a notre partenaire en Chine, un de nos partenaires en Chine, son cas de distribution principale, lui, c'est le live shopping. Donc, en fait, ils ont 24 studios vidéo, un peu comme ça, un peu plus grand, avec des gens qui passent 4 heures à présenter des produits de cuisine. Donc, ils vont faire des recettes, ils vont c'est un petit peu du téléachat. C'est du téléachat live shopping, voilà, parce que téléachat, on en fait en Corée aussi, c'est marrant. Okay. Et on est allé visiter un dimanche, il devait être 17h, je crois, il y avait 4 studios qui tournaient. Wow. Qui diffusaient sur JD.com, sur Alibaba, etc. en live, et les ventes marchaient. Et eux, c'est leur canal principal. C'est quelque chose qu'en France, en Europe, ça n'a pas encore pris. Ça va peut-être arriver. Donc, on essaie de prendre aussi les tendances. Mais voilà, c'est une façon de vendre la marque différente.
Et pour le téléachat, en fait, en Corée, notre partenaire, lui, est très très fort en téléachat. Ok. C'est un canal qui marche bien là-bas. En France, c'est un peu perdu. Et là-bas, ça marche très bien. Donc, ils savent exactement comment ça fonctionne. Ils ont les codes. Et donc, voilà, c'est des idées qu'on va prendre. Puis ça dépend des publics aussi, j'imagine, en ça dépend, fonction ouais. de la C'est un tranche marché un peu d'âge. glissant, la Corée, pour le coup. Ouais, donc au final, c'est plus des gens d'un certain âge. Exactement, ouais, Ok. qui sont en téléshopping, voilà. Sur la Ok. Chine, on est sur des gens beaucoup plus jeunes. Ouais, Live shopping. En Europe, on a le online et on a le offline qui marche encore très fort aussi, avec un Fnac Darty qui est très très fort sur les deux. Ouais. Mais c'est, voilà, effectivement, chaque marché est très différent. Donc après, c'est aussi pour ça qu'on a des partenaires. Nous, quand on choisit un partenaire pour travailler avec nous, Mhm. il faut qu'ils connaissent très bien le produit, mais il faut qu'ils connaissent très bien la distribution. D'accord. Parce que nous, on cherche quelqu'un qui nous apporte ça. Ok. Moi, je n'ai pas la connaissance des marchés chinois. Donc Puis c'est dur, on peut pas connaître tous les marchés parfaitement. Voilà. Il y a des subtilités, comment dire, que seul le local, on va dire, qu'on va connaître, quoi. Donc, Ouais, exactement. Ouais, et puis même enfin, comment on parle un oui, consommateur chinois, un consommateur indien, les moments clés de l'année sont pas les mêmes. c'est pas Voilà. une traduction bête et méchante. Voilà, ça Non, va pas du pas tout. forcément fonctionner. Il Ouais. faut forcément s'adapter, quoi. Mais en même temps, nous, on doit comprendre ce qui se passe sous la marque. Oui, c'est important ça. aussi. Ouais, donc, voilà, c'est des échanges, c'est intéressant. Puis c'est des gens, voilà, qui Ah, connaissent très bien leur culturellement, ça métier. doit être intéressant Ouais. à creuser de. Ouais, c'est à des gens qui comprendre. connaissent très très bien, ouais, qui connaissent très bien leur métier, leur marché et les produits. Donc c'est passionnant. Et bah, pour poursuivre sur 2026, quels sont un petit peu vos objectifs, vos stratégies? Est-ce qu'il y a vraiment vous voyez venir, parce qu'avec l'émergence de l'intelligence artificielle, ça chamboule un petit peu, ça rabat les cartes. Donc, Ouais. est-ce que vous arrivez à vous projeter dans cet environnement-là ou vous naviguez un petit peu à vue? Comment vous voyez les choses Alors, pour l'année à venir et peut-être euh, même les suivantes si c'est le cas? ouais, alors nous l'IA, pour moi, je dis, c'est surtout un outil. Ok, Donc voilà, on a plein d'autres choses en cours. En 2025, on a travaillé beaucoup sur le positionnement de la marque Thomson. On est en train de sortir une nouvelle guideline, on en parlait tout à l'heure. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le site web, quand on a lancé il y a 2 semaines, c'est la première pierre de l'édifice. ouais, Donc on va continuer à dérouler notre message sur 2026. Donc on a aujourd'hui un projet, on va relancer en réseaux sociaux en Europe. On va se développer aujourd'hui présent en France et sur ok. une version internationale. Donc on va aller s'ouvrir aujourd'hui en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Pologne. Mhm. On va aller parler aux consommateurs de ces marchés-là en réseaux sociaux, en relations presse aussi, en relations médias, en influence. Donc ça c'est un gros sujet pour nous l'année prochaine sur une année Coupe du Monde importante pour la télé. Mhm. Donc c'est le gros chantier. C'est voilà, on a retravaillé la marque, on a travaillé un peu les messages aussi. Nos partenaires ont des produits qui montent en gamme, voilà, de façon vraiment super importante et super impressionnante, en tout cas pour nous. Et on va dérouler tout ça en 2026. Donc c'est vraiment Plus les pour gros Thomson, chantiers. du coup, ou pour les marques du Alors, groupe pour Thomson, sur les autres marques aussi, on travaille. On est un petit peu en décalé, on peut pas tout faire en même temps. Donc on a aussi d'autres projets sur d'autres marques. Mais voilà, sur Thomson 2026, c'est vraiment l'année de la nouvelle base en 2025. Et on va retravailler tout ça au niveau marketing. consolidation. Ouais, et le site web, c'est vraiment la première pierre de l'édifice Mhm. qu'on va aller dérouler après sur tous les autres supports, hein, voilà, réseau, campagne et autres. Ouais. Ok, super, génial. Euh, et du coup, peut-être plus sur est-ce qu'il y a des campagnes marketing? Alors, tu parlais de la Coupe du Monde, par exemple, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous préparez, des événements phares qui vont se préparer? Ou alors, il y a sûrement, encore une fois, les salons qui vont revenir Il y a en 2026. ouais, toujours les salons. Alors, c'est pas la campagne pure, ça, le salon, c'est hyper important pour nous parce que c'est le moment où on va aller rencontrer les médias et les distributeurs. C'est une Donc, vitrine aussi. c'est une vitrine, voilà, on présente les nouveaux produits, les nouveautés, etc. Donc c'est super important pour nous et c'est vraiment des moments clés. On va aller créer des événements aussi, nous on aime bien autour de la marque, créer des événements un peu niche. J'en parlais tout à l'heure, on a fait ça il y a un mois à Madrid, on va aller sans doute aussi à Milan, on va en faire à Paris, peut-être aussi en Allemagne, pour aller rencontrer des influenceurs, des créateurs de contenu, pour aller voir des médias aussi, Mhm. du coup des consommateurs aussi qu'on va inviter à ces événements-là. Donc c'est des événements qui sont pas des événements énormes, on n'est pas sur des lancements à Bercy, Ouais. mais voilà, on va dans des très beaux endroits avec une centaine, 200 personnes pour aller présenter les nouvelles gammes. Donc ça, c'est des choses que nous, on organise et qui devraient venir. Mhm. Sur la Coupe du Monde, on est en train de travailler avec une agence, donc on a pour l'instant rien à annoncer, Ouais. mais c'est des choses, voilà, on n'est pas sponsor de la Coupe du Monde de foot, malheureusement. Mais voilà, on va aller créer des choses Il faut autour de prendre ça. la vague en même temps. Voilà, les gens, je pense qu'à partir de mai, ça va commencer à buzzer beaucoup. Les gens vont vouloir changer leur télé. Enfin, peut-être toi, peut-être moi, j'en sais rien, on verra. Ouais. Il y a des télé 75 pouces aujourd'hui qui sont sur des prix qui sont super intéressants. Ok. Télé 75 pouces dans un salon pour regarder un match de Coupe du Monde, c'est sympa. Ouais, ou même faire du jeu Et vidéo. du jeu vidéo, on a des rétro pro là qui sont sortis, pareil, il y a pas longtemps. On a du 120 pouces, des choses super impressionnantes, à des prix qui sont maintenant largement moins 1000 euros. Ouais. Il y a des choses sympas sur une Coupe du Monde ou un jeu vidéo à faire. Donc il y a des choses à faire autour de ça, mais voilà, on est en train de travailler là-dessus. Et voilà, donc ça va être les gros chantiers, c'est délivrer un peu ce nouveau positionnement Ok. et se servir de site web un peu comme la base. Et après, on parlait des évolutions du site web. Ouais, c'est Dans ça. un deuxième temps, chantier, aller ajouter du service. Ouais. Moi, j'aimerais bien pouvoir contacter plus les clients,
Aujourd'hui, j'ai pas de base client moi, en tant que directeur marketing. Oui, de la parce que marque. du coup, c'est les distributeurs qui ont Exactement, fait ça va être soit les distribs, soit nos partenaires, Ok. quand ils font du SAV, évidemment, quand ils font l'enregistrement en produit. Donc là, ils ont un contact direct. Mais en tant que propriétaire de marque, on n'a pas ces bases de données aujourd'hui. Et t'as pas l'information qui remonte On n'a pas de partage d'infos, ce qui est normal, Ouais. RGPD, voilà, Ouais, toujours. Voilà. Mais donc, du coup, l'idée, moi, voilà, c'est des projets qu'on a, peut-être 2027, mais d'aller construire, commencer à construire une base de données. Donc l'idée, ça serait quoi? Ça serait de créer du contenu, faire en sorte que les gens peut-être alors donnent leur email du service. s'inscrire pour être tenus au courant des nouveautés de la marque. Exactement. On voit ça peut-être l'enregistrement produit qui peut être la bonne clé en fait, parce que les gens aiment bien. Enfin moi je le fais. Moi ça m'arrive quand on a un beau produit, on s'enregistre, on sait que derrière on a une garantie supplémentaire, on peut avoir du support supplémentaire, donc c'est toujours intéressant. Donc on peut proposer ça, c'est des choses qu'on sait faire. Et du coup après effectivement aller proposer des services, aller proposer de produits additionnels qui peuvent aller en complément aussi, et prendre aussi l'info du consommateur, son retour d'expérience, c'est important pour nous, comment il utilise sa télévision, est-ce qu'il est satisfait de sa télévision, est-ce que son lave-vaisselle fonctionne bien, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans les produits, ça c'est des choses aussi qui sont super importantes à notre niveau, puisqu'on est une marque, ce que je disais, on essaie d'apporter de l'expérience dans l'utilisation, il faut que ce soit simple, donc si le produit est compliqué à utiliser, on veut le savoir aussi, pour aller après adapter le produit. C'est ça. Donc l'idée c'est d'arriver à capter ces retours utilisateurs. Et avant ça, du coup, faut toucher les personnes. Il faut donc arriver à nouer une relation avec elles. Donc via peut-être soit le SEO, les réseaux sociaux, les contenus qui sont. Je pense que les réseaux, on prend de l'info, mais après ça, pour moi, le site internet, c'est quand même là où les gens viennent prendre de l'info. Voilà, c'est le moment clé un peu. Et s'ils doivent s'enregistrer, c'est sur le site internet qu'ils vont venir s'enregistrer ou sur une application en tout cas, mais un endroit vraiment clé où ils se retrouvent dans la marque. Et là, ils peuvent avoir un service supplémentaire et après, ils rentrent avec nous et dans une communauté, on va pas les envoyer des newsletters toutes les semaines, c'est pas l'idée. Mais au moins, voilà, apporter un service et prendre aussi de l'info et du retour d'info. Donc après, j'imagine qu'une fois qu'une personne enregistre, par exemple, sa télé, il y a peut-être une automatisation qui va aller les recontacter, je sais pas, 6 mois après, pour pouvoir essayer de capter de l'information. C'est des systèmes en place. Ouais, bien sûr. Ok, super. Et pour conclure, peut-être qu'on peut partir sur quelque chose d'un peu plus personnel et comment au quotidien ça se passe comme pour gérer ton équipe, prendre des décisions stratégiques, ordonner les différents chantiers, peut-être donner une priorité. Là, tu disais, il y a eu la priorité sur Thomson, sur le site, avec Amphibie là, qui vient de sortir. Mais est-ce que après, il y a peut-être quelque chose de similaire à faire sur une autre marque ou reproduire les choses, ou alors développer, comme tu disais, des services additionnels sur le site de Thomson. On a beaucoup de chantiers, c'est un peu un métier holistique un peu, on fait beaucoup de choses au quotidien, toi, tu l'as compris. C'est vrai que nous, sur chaque marque, on essaie d'avoir un peu la base pour nous, c'est un site web international, toujours, des réseaux sociaux, à minima en anglais, internationaux aussi, pour que les gens puissent venir découvrir la marque aussi d'une manière un peu plus sympa, avec des photos, des vidéos, etc. Des présences à des salons. Donc ça, pour nous, c'est un peu c'est la base qu'on met en place sur l'ensemble de nos marques, en tout cas sur nos grosses marques. Donc ça, c'est ce qu'on travaille à l'année, c'est déjà beaucoup. Et après, effectivement, on va aller activer les marques en fonction des objectifs, un peu des moments de l'année. Donc là, on a une Coupe du Monde. Donc sur nos marques, on va avoir des télévisions, on va aller appuyer un peu, faire des campagnes, on va aller mettre plus de publicité aussi. Ça, c'est des choses importantes. Et donc, on va structurer l'année comme ça et un peu notre travail comme ça. On a aussi des sujets de collaboration entre marques. On aime bien aussi travailler en collab avec d'autres marques. D'accord, ouais. Donc ça, c'est des sujets qui vont être un peu, on va dire, en parallèle, quand on peut, quand ça a du sens aussi. Donc on étudie, pas mal d'autres marques du groupe, ou ça peut être extérieur. Non, des marques, ou des marques du groupe aussi, parce qu'on a des marques en fashion aux US, donc ça peut arriver. Mais plutôt non, des marques européennes ou des caractères aussi, il y a plein de positions de collaboration, donc on va travailler sur ces sujets-là aussi. Quand c'est pertinent et quand la période de l'année ou le moment s'y prête bien. Voilà. Donc c'est des choses qu'on travaille beaucoup, ça. Et donc il y a les basiques de l'année, un petit peu, qui doivent tourner, qui doivent être très bien. On veut présenter une belle marque dans le monde entier. Et après, on va les activer quand c'est nécessaire. Ok. Et du coup, personnellement, comment c'est des bonnes journées, c'est des bonnes journées, c'est des bonnes semaines, comment ça se passe. C'est intéressant, c'est qu'on est un petit sujet, on parle avec des gens, moi j'aime beaucoup parce qu'on parle avec des CEO, on parle avec des directeurs marketing dans beaucoup de pays, des gens qui gèrent des grosses gammes de produits, qui connaissent très bien, des experts aussi. Donc on a en face de nous des gens très très compétents, on va parler aussi à la distribution, on parle aux médias aussi, ça nous arrive beaucoup aussi, donc on est beaucoup en contact avec les gens, prendre beaucoup d'informations.
essayer de la digérer et voir un petit peu où nous, on peut apporter un plus. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller débloquer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller aider notre partenaire peut-être à référencer ces nouvelles télés chez Boulanger? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Donc, vous pouvez que... appuyer, on va dire, les partenaires à ouais, rentrer dans tel ou tel. quand c'est possible, Ouais. ça peut être parfois juste de faire plus de publicité sur des réseaux ou mettre une bannière sur le site Mike Thompson qui emmène chez Boulanger. Mhm. Ça peut parfois déclencher des choses. Ok. Comment on peut aller aider un partenaire en Chine qui veut faire un salon très important? Comment on peut aller venir avec lui pour qu'il puisse présenter les produits dans un salon important à Pékin, par exemple? Mhm. C'est des choses comme ça, voilà, qui font que... Et donc, c'est à la fois un plan global annuel. On a des moments clés dans l'année déjà. On sait où on sera en septembre prochain. On sait où on sera en janvier, etc. Mhm. Et après, beaucoup d'opportunités, évidemment, qui reviennent de tous nos partenaires, qui nous sollicitent en permanence et donc qui nous demandent parfois des budgets, parfois du contenu, parfois des ressources. Donc, on arbitre un peu tout ça. Ok. Donc, ouais, c'est vous qui produisez le contenu. Par exemple, pour le multilingue, Ouais. tout est géré de votre côté C'est ça. pour le site. Ouais, l'ensemble des traductions est géré par nous. Ouais. Ok. On prend vraiment là sur le site internet, c'est important pour nous parce que voilà, on a 20 partenaires dessus, donc ils peuvent pas chacun de leur côté faire n'importe quoi. Donc on a pris vraiment le lit là-dessus. Ouais, ok. Donc voilà, on gère l'agence, voilà, l'hébergement, l'ensemble est géré, le contenu, la plupart du contenu est géré. Et du coup, même tout ce qui est notices, etc., c'est vous qui gérez et après qui redistribuez. Non, c'est eux qui mettent leurs notices en ligne. Ok. Ça, c'est leur Mais responsabilité. au niveau du contenu, Ouais, ok. ouais, c'est un contenu produit, une notice. Ok. Donc c'est eux qui maîtrisent ça. Et voilà, donc c'est eux qui gèrent cette partie-là. Ça marche. Ouais. Ok, bah super. Je pense qu'on a fait un bon tour et donc on peut voir du coup comment s'intègre WordPress là-dedans. Donc bien sûr, c'est un outil parmi d'autres parce qu'il y a tout un panel d'outils de gestion des projets au quotidien. Mais voilà, c'est quand même, comme on le disait tout à l'heure, la source de vérité qui va permettre Ouais. faire venir du monde sur le site par le SEO notamment, pour après renvoyer chez les distributeurs, les partenaires. Donc, voilà, très intéressant de voir cette. T'as tout dit. C'est ça, phase, c'est le WordPress. Et en plus, pour le coup, on a travaillé avant avec un CMS qui était maison. Ouais, c'est ce que tu Un disais. petit peu Ouais. vieux, et très très lent, très compliqué. Et pour le coup, WordPress, quand on a dit WordPress à tous nos partenaires, il y a toujours quelqu'un dans une équipe qui a fait du WordPress à titre perso Voilà. ou pro. Ouais. Et donc, la prise en main était quand même plus rapide. Alors, évidemment, derrière, on a mis des outils en place. J'imagine que ça doit être une bonne machine de guerre derrière quand même qui a dû être Ouais, il y a faite une par. vingtaine de vidéos, comment j'ajoute un produit, comment j'ajoute une caractéristique, etc. Des formations, des sessions de formation. Donc, on a travaillé un peu en amont. Peut-être pas assez d'ailleurs avec du recul, mais globalement, voilà, les gens sont formés, ça fonctionne bien. C'est vrai que WordPress, c'est simple. Les gens connaissent. Et c'est le gros avantage. Et puis, ça tourne bien. On est avec un polylangue. On avait un souci sur un autre site de notre marque. Ok. En WordPress aussi, qui lui, pour le coup, fonctionne pas très bien. On va faire une migration aussi, mais là, pour l'instant, ça fonctionne bien, ça tourne bien. Ok. Et c'est facile à utiliser. Nous, je pense qu'en filigrane de ce que je dis, quand on est très nombreux à travailler sur une marque dans beaucoup de pays, il faut que tout soit plutôt simple. Bah, c'est ça. Très clair, très processé, très simple. Et WordPress, pour le coup, ça apporte ça. Ok. Même s'il est un peu custom, Bien pour éviter sûr. que chacun fasse n'importe quoi Mhm. dedans. Mais voilà, ça reste simple et les gens connaissent. Et un training WordPress, c'est aussi facile à faire. Ok. Donc, c'est avantageux. Effectivement, voilà, il faut pas que n'importe quelle personne qui se connecte au site puisse modifier n'importe quel contenu. Donc, effectivement, il y a une gestion dans WordPress, gestion des rôles, Ouais. gestion des utilisateurs, pour pouvoir faire en sorte que, peut-être que c'est cloisonné par pays, peut-être même par gamme de produits en fonction des. Exactement, c'est pays. Et ensuite, dans chaque pays, il y a des gammes de produits. Donc, on est J'ai très deviné. limité. C'est du classique. Ouais, ouais. Voilà, puis après, il y a les enjeux de CDN et d'optimisation. Comme on est présent aussi en Chine, Oui. le Great Firewall, là-bas, qui bloque un peu tout. Donc, on a mis en place des systèmes pour accélérer aussi un peu Ok, partout dans le super monde. intéressant, ouais, d'accord. Ouais, parce que voilà, le site du coup est hébergé en France, Ouais, mais du coup, effectivement, avec le CDN, ça permet on de. est chez Clever Cloud, si je dois citer Ok. la marque, mais voilà. Effectivement, et après, voilà, on a le CDN, on travaille avec Cloudflare, et voilà, pour diffuser partout. Ok, génial. Je pense que c'est parfait pour conclure. Ouais. Merci beaucoup Thierry, c'était un plaisir Merci, d'échanger. Merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode de WordPress côté business où on a vu un petit peu l'envers du décor du site de Mike Thompson avec Thierry Métayer. Et donc, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire juste en dessous. Vous retrouvez toutes les informations bien sûr en description. Et merci à Amphibie pour cette opportunité de collaboration avec WP Marmite. Et à très bientôt pour le prochain épisode. Et bien sûr, abonnez-vous pour pouvoir être tenu au courant. Ciao. À bientôt. Cheers alors. Merci, c'est ça.